Dans cette leçon, nous allons voir ce qu'est la laïcité. Finalement, la laïcité, c'est pas quelque chose de si évident à expliquer, de si facile à conceptualiser et à mettre en pratique. On voit avec des situations régulièrement dans la presse que finalement, il y a toujours des questions qui tournent autour de la laïcité. Est-ce que ça, c'est laïque? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que là, on respecte le principe de laïcité ou pas du tout? Bref, on a régulièrement des débats autour de la laïcité et autour de ce qu'est la laïcité. Dans cette leçon avec toi, je veux justement te réexpliquer un petit peu le processus au niveau historique. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails historiques, ça n'a pas grand intérêt pour l'entretien de naturalisation. Cependant, je pense que c'est quand même bien de partir de quelques dates, avoir quelques noms en tête, afin de mieux comprendre comment la laïcité a été mise en place dans la République française actuelle. Donc, nous allons avoir deux parties. Première partie avec l'histoire, un petit peu d'histoire. Deuxième partie, nous allons voir le vocabulaire, nous allons expliciter le vocabulaire, le comprendre afin de ne plus faire d'erreurs et même reprendre l'agent qui pourrait se tromper, puisqu'il y a eu régulièrement des erreurs de la part des agents concernant la laïcité. C'est parti pour l'histoire. 498, nous avons le baptême de Clovis. On dit même que c'est Clovis qui a fondé la France. Clovis impose une religion officielle à la Gaule et cette religion est le christianisme. Clovis instaure le principe une foi, un roi. Ensuite, nous passons à 814 avec Charlemagne et la mort de Charlemagne. Cette année-là, Charlemagne donc décède, il n'y a plus de roi au pouvoir. C'est le chaos au niveau de la gouvernance du pays et qui vient soutenir le peuple, qui vient réconforter le peuple? Eh bien, c'est l'Église. L'Église devient alors beaucoup plus forte, beaucoup plus importante aux yeux du peuple et elle gagne en influence. Au XVIe siècle, le protestantisme apparaît. Évidemment, il n'apparaît pas en France dans la joie, la bonne humeur et le calme, sinon ce serait trop simple. Cela conduit à une guerre de religion entre les catholiques et les protestants. Et en 1572, nous avons même le massacre de la Saint-Barthélemy où des milliers de protestants ont été massacrés par des catholiques. En 1598, Henri IV essaye d'apaiser les tensions et il signe ce qu'on appelle l'édit de Nantes. L'édit de Nantes donne des droits aux protestants et c'est un premier signe d'apaisement entre les religions. Mais c'est sans compter sur Louis XIV qui en 1685 révoque l'édit de Nantes. Autrement dit, il l'annule. Les protestants s'exilent. 1789, je ne te présente plus cette date, c'est la Révolution française. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen veut qu'on ose penser par soi-même. C'est la philosophie des Lumières. Les Lumières, en effet, soutiennent l'idée de pouvoir penser par soi-même et donc de ne pas être influencé par quiconque, notamment la religion. C'est d'ailleurs en 1791 que la liberté de culte est officialisée. 1789, c'est aussi de nombreux autres événements. C'est entre autres la suppression des congrégations religieuses. C'est aussi le moment de la sécularisation. Donc on voit que la sécularisation commence dès 1789. C'est un processus de confiscation et de nationalisation des biens appartenant aux églises et de manière générale aux religieux. En 1789, c'est aussi l'introduction du divorce civil. Mais la Révolution française est une révolution souvent dite parisienne. La France n'est pas totalement d'accord sur le sujet, comme très souvent. Il y a donc une guerre entre deux Frances. Il y a la France où on est clairement partisan de l'Église et on a les partisans de la Révolution. Ces deux Frances s'affrontent, notamment à Lyon ou en Vendée. La guerre de Vendée va causer plus de 200 000 morts.
Quelques années plus tard, 1801, nous avons le Concordat. Qu'est-ce que c'est le Concordat? Eh bien, Napoléon signe un traité avec le Vatican. L'Église de France est alors mise sous tutelle de l'État français et du Vatican. On va rémunérer les ministres des différents cultes afin de compenser la sécularisation et donc la perte et la confiscation des biens religieux. Et ceci permet un contrôle de l'Église par l'État. Entre 1880 et 1886, on continue à aller plus loin dans le processus avec ce qu'on appelle la laïcisation de l'école. On reviendra sur ce terme un petit peu après. Ici, l'école devient publique, gratuite et laïque. Elle devient aussi obligatoire et tout ça, c'est le fruit du travail de Jules Ferry. L'enseignement religieux est alors exclu du temps scolaire. Et cet enseignement religieux, qui était avant sur le temps scolaire, est remplacé par des enseignements sur la morale. 1901, on continue le processus avec la loi sur les associations. C'est la fameuse loi de 1901. Cette loi sur les associations oblige les congrégations religieuses à devenir des associations, donc à se structurer, à faire les choses de manière officielle et donc aussi contrôlée par l'État. En 1905 vient la fameuse loi sur la séparation des églises et de l'État. La liberté de culte et la liberté de conscience sont encore renforcées à ce moment-là. On enlève aussi tous les signes religieux des bâtiments publics et on arrête le financement des ministres des cultes religieux. Il y a un léger petit détail, c'est le droit local en Alsace-Moselle où on bénéficie encore du régime concordataire de 1801 puisque, je le rappelle, l'Alsace-Moselle n'était pas en France mais en Allemagne. Cette région n'était donc pas française, la loi de 1905 ne s'y applique pas et on a toujours le régime concordataire, donc on bénéficie toujours de la rémunération des ministres des 4 cultes et on a aussi des enseignements religieux possibles à l'école. Les enseignants peuvent faire une demande de dérogation pour ne pas le faire. Cet enseignement religieux est à l'école primaire, principalement. Et il faut savoir, quand on s'inscrit à l'école en CP en Alsace, on a donc le dossier d'inscription à remplir. Il y a aussi une case concernant la religion de l'enfant. On peut changer de religion, ça, il n'y a pas de problème, mais voilà, il y a une catégorie concernant la religion de l'enfant. On a un fichier avec toutes les religions des enfants. Donc ça, je le répète, c'est le cas de l'Alsace-Moselle, puisqu'elle bénéficie du régime concordataire dans son droit local, car elle n'était pas française en 1905. 1946, on fait entrer la laïcité dans la Constitution. Pourquoi à cette date précisément? Eh bien, on sort de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement de Vichy a appliqué des lois antisémites. Alors, avec cette nouvelle Constitution, on veut renforcer la laïcité, on veut dire non, la France est laïque, plus jamais on ne proposera de loi antisémite. 2004, c'est la loi sur le port de signes religieux dans les établissements scolaires publics qui interdit le port de signes religieux. Alors, dans les faits, c'est autorisé s'ils sont discrets. Voilà, si on a une petite croix cachée dans le t-shirt, c'est autorisé. Ok? Donc, c'est pas tolérance zéro, il y a quand même une certaine marge de manœuvre. Voilà donc en ce qui concerne l'histoire.